Donc pour commencer, juste une petite question, Monsieur Orsena, avant de vous laisser discuter avec vos invités. Comment votre enquête vous a-t-elle amené à rencontrer Annabella Fayou et Frédéric Simard? Je vous laisse la parole. Eh À bien, tout à l'heure. écoutez, vous avez tort de me laisser la parole parce que ça peut durer longtemps. Je vais remonter un peu en arrière. Euh, il se trouve que j'ai fait des études d'économie, c'est-à-dire je suis un ignorant. Et comme je suis marin, je savais 2, 3 choses sur la météo qui me permettaient de ne pas arriver dernier dans les régates. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'en savoir plus sur les relations entre l'océan et l'atmosphère. Donc j'ai commencé à écrire un livre de vulgarisation sur le Gulf Stream. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des scientifiques. Et les scientifiques, au début, ils ont dit Eric, il connaît vraiment rien. Et puis, il est aussi chiant que nos enfants parce qu'il demande sans arrêt pourquoi, et comment ça marche, et comment c'est ça, c'est possible, etc., etc. Puis au bout d'un moment, ils ont dit mais il bosse, il n'arrête pas de bosser, il travaille, il travaille, il travaille. Et donc, comme j'étais à l'Académie française déjà, les gens de l'Académie des sciences se sont dit bon, il est nul, il connaît rien, mais bon, il bosse et il aime bien raconter. Donc, on va signer avec lui une sorte de pacte. Et donc, j'ai continué dans ce domaine-là. Et encore plus, alors, Annabella le sait, et Frédéric aussi, c'est qu'il se trouve qu'à l'Académie française, je suis sans légitimité d'aucune sorte, à la suite de manigances dont je ne vous dirai pas les détails, je suis élu au fauteuil de Pasteur. Et mon voisin, pendant 12 ans, dans notre salle de travail, était François Jacob, qui, à chaque fois, chaque jeudi, m'humiliait en disant « Tu n'as pas honte d'être assis sur ce fauteuil alors que tu es nul ». Et donc, essaye de faire quand même quelque chose. Et j'ai commencé une biographie. Cet imbécile de François que j'aimais tendrement, avec immense admiration, est mort. Et donc j'ai fait une biographie de Pasteur. Et la biographie a intéressé l'Institut Pasteur qui m'a nommé ambassadeur. Donc, ambassadeur, j'étais quand même obligé de bosser un peu quand même. Et donc comme j'avais travaillé sur le coton, sur l'eau et sur le papier, je me suis dit c'est le moment de travailler sur la mondialisation de la santé. Et la mondialisation de la santé, il fallait que j'ai un personnage. Alors on a discuté avec Jean-François Chambon, qui est directeur de la communication des mécénats de l'Institut Pasteur, et puis Christian Bréchot, qui est le patron de l'Institut Pasteur. On a dit quel personnage trouver. Et très très vite, on a trouvé le moustique, qui est quand même le serial killer. 750 000 morts tous les ans. Et donc on s'est dit, on va travailler sur le moustique. Sauf que le moustique, je n'y connaissais rien du tout. Et ça, c'est pour répondre après cette longue digression, mais non sans signification, vous l'avouerez. C'est comme ça que j'ai rencontré mon premier professeur, c'est-à-dire Madame Annabella Fayou, ici présente. Et je suis arrivé dans un état d'ignorance qui frisait la correctionnelle. Puisque, franchement, la première fois que j'ai rencontré, entre un scarabée, une menthe religieuse et un anophèle, j'étais incapable de faire la différence. Elle est arrivée avec une bienveillance qui est sa marque permanente, mais une sévérité qui est une des données de son caractère, et une exigence qui est une des raisons pour lesquelles je l'admire. Elle m'a dit, en gros, dans sa langue à la fois chinoise et tahitienne, mon garçon, il faut bosser. Ce que j'ai fait, il va falloir apprendre 2, 3 trucs. Alors, il y avait Annabella. Ensuite, j'ai rencontré François Rodin. François Rodin, qui a été longtemps professeur à l'Institut Pasteur en entomologie médicale. Et puis ensuite, j'ai rencontré Frédéric à Montpellier. Et j'adore Montpellier parce que Montpellier, c'est un haut lieu depuis toujours de savoir. C'est un lieu magnifique. C'est là où Rabelais a fait des études de médecine. Depuis toujours, c'est un des grands lieux de toutes les sciences de la vie en France. Et donc, j'ai eu ces profs. Mon privilège que j'ai, immense, et on est dans la cité des sciences, et mon privilège immense, c'est d'avoir des professeurs absolument magnifiques, d'une patience absolue, mais d'une vraie exigence. Et voilà comment ça s'est passé.
Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a, j'imagine, quelques ou beaucoup de scientifiques dans la salle, mais je voudrais dire aux autres que la science, c'est possible. C'est possible, qu'on peut comprendre les choses. Et que l'enjeu aujourd'hui, il est absolument clé, où vous avez des tas de contre-vérités qui circulent partout. C'est un enjeu quand même terrible. Et alors, vous savez qu'on appelle ça les faits alternatifs, ou les fake news, ou les choses comme ça. Et alors, j'ai trouvé ce matin un slogan un peu vulgaire, mais qu'on pourrait peut-être inscrire au fronton de la Cité des sciences et de l'industrie. C'est fuck the fakes. C'est pas mal, non? Hein? Non, les fakes, c'est-à-dire les faux, c'est-à-dire on est, voilà, c'est un mécanisme, voilà, je voulais vous dire ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que moi j'ai fait donc l'économie, j'ai fait des thèses d'économie, etc., et puis de la philo, mais là, depuis 15 ans, je n'arrête pas de travailler sur la vulgarisation des sciences. Je ne suis pas du tout un créateur, je suis vraiment à la fois un reporter et un vulgarisateur. Donc j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, les moustiques, les parasites et les virus qui transportaient, et plus généralement, au fond, quelles histoires ils racontaient. Quelles histoires ils racontaient dans notre relation avec le vivant. Et puis je vais passer la parole à ces deux savants immenses. Vraiment, j'ai beaucoup d'affection parce qu'ils m'ont accueilli avec générosité, avec un sourire pas narquois, pour l'instant. Mais ils disent pourquoi, on va voir s'ils bossent un peu. Et c'est vraiment quelque chose de très formidable de voir que la science est possible. Alors, je suis membre de l'Académie française, mais sans arrêt fourré à l'Académie des sciences. Je travaille sur une association magnifique avec créé Georges Charpak qui s'appelle la Malapate, c'est-à-dire donner le goût de la science aux élèves de primaire, notamment avec des expériences. Et bref, je suis sans arrêt avec eux, avec Pascal Cossard, etc., sans arrêt pour dire je suis l'exemple même de quelqu'un qui n'a pas fait de science. Et au fond, on peut en faire. Et on découvre des histoires vraies pour quelqu'un dont le métier est de raconter des mensonges, puisque je suis romancier. Et donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Alors, j'ai découvert un univers passionnant et dans une conjoncture amusante, vraiment amusante. Parce que le livre est paru à la fin mars. On était en pleine élection présidentielle. Il se trouve que j'avais un lien particulier avec un candidat. Et donc, le CSA a fait savoir à toutes les chaînes de radio et de télévision qui m'accueillaient de bien prévenir de ne jamais dire un mot de politique. Donc, je n'ai pas dit un mot de politique, sauf que j'ai dit que dans la vie, il n'y avait pas de frontières, que j'ai vu que dans la vie, il y avait des solidarités, que j'ai dit que dans la vie, il y avait des associations, que dans la vie, il y avait des adaptations, etc., etc. C'est-à-dire, tout ce que je disais, en fait, était des données politiques. C'était très, très drôle. Et alors, j'imagine le CSA, il disait, ouh là, il est border, enfin, il est limite, ouh là, on est obligé de donner à tous les autres le même candidat. Enfin, c'était une situation, c'était vachement beau. Pourquoi ? Et je vais leur passer la parole là-dessus. C'est-à-dire, la première donnée que j'ai découverte, qui est une évidence pour vous, mais qui pour moi est à la fois récent et bouleversant, c'est que nous, à l'intérieur des animaux, êtres humains, nous n'avons pas le monopole de la vie. Ben oui, mais vous, ça paraît évident, mais pour un économiste de base, non. Et moi, je me souviens, la première fois où j'ai eu ce même sentiment, c'est quand, par les hasards de la vie, je me suis retrouvé président de l'École nationale supérieure du paysage, et j'ai vu ce que c'était qu'une greffe et une taille, et comment ça marchait. Je me suis dit, tiens, oh là là, il y a des trucs quand même qui sont un peu particuliers là. Et ça avançait comme ça. Voilà un peu ce que... Donc j'ai découvert cet univers absolument fascinant,
avec tous ces rapports, des symbioses. Après, j'ai travaillé, parce que je continue à bosser, hein, c'est-à-dire les lichens, tout ce qu'on peut imaginer, les coraux, etc. Donc, et je découvre absolument émerveillé les sciences naturelles. Alors, je vais maintenant passer la parole à mon premier professeur, c'est-à-dire Madame Annabella, que je salue avec affection et gratitude, et qui revient juste de Tahiti, donc elle va vous parler de ce qu'elle veut au fond. Puisque c'est une carte blanche, donc elle va nous raconter un peu, voilà. Et puis ensuite, Frédéric, voilà. Non, oui. Et puis, vous allez tout de suite voir que, de toute façon, Annabella, c'est pas du genre à qui on impose quelque chose. Voilà. Merci Eric. Donc en fait, oui, je reviens de Tahiti. Je suis originaire de Polynésie. En fait, beaucoup de personnes me posent la question, pourquoi le moustique, hein? Pourquoi vous intéressez au moustique? C'est vrai que le moustique, c'est quelque chose qui fait plutôt peur, comme les araignées, comme tous les insectes. Et donc, on me pose souvent cette question. En fait, le moustique, parce qu'en Polynésie, dans les années 50, il y avait une maladie qu'on appelle toujours la filariose de Bancroft. C'était l'éléphantiasis. Et en Polynésie, il y avait quasiment 30% de la population qui était infectée par ce ver parasite qui était transmis par un moustique local qu'on appelle Aedes polynesiensis. Et donc mon histoire a commencé comme ça, parce que je voyais que je pouvais être utile à ce territoire d'outre-mer, et qu'en allant faire des études en France, puisqu'en fait à l'époque il n'y avait pas d'université à Tahiti, je me disais que ce serait bien de travailler sur les insectes, et pourquoi pas par la suite des insectes d'intérêt médical. Donc c'est comme ça que la vie a commencé. Donc j'étais à Toulouse, ensuite je suis venue à Paris, et j'ai intégré l'Institut Pasteur, où je travaille dans un département, le département de virologie, et qui travaille en fait, qui développe des recherches sur tout ce qui est moustique et tout ce qui est virus transmis par les moustiques. Alors vous avez la fièvre jaune, le virus West Nile, le virus de Zika, chikungunya. Et donc, en fait, on a des infrastructures à l'Institut Pasteur pour pouvoir infecter les moustiques artificiellement, leur donner du sang avec du virus. Et puis on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moustique en disséquant. On dissèque des moustiques. Et donc, évidemment, c'est des laboratoires sécurisés, et on est en combinaison intégrale. Il fait 28 degrés puisque le moustique ne supporte que des températures chaudes. Donc c'est le vrai sauna puisque nous on est en combinaison intégrale. Donc on dissèque avec une loupe, avec des aiguilles, et on regarde les glandes salivaires de la femelle de moustique. Alors il faut expliquer, parce que nous maintenant on sait. Il ne faut pas taper dessus. Oui. John, un coup. Il déteste la violence. Bon, alors, est-ce que tu pourrais expliquer comment ça se passe à l'intérieur? Pourquoi les glandes salivaires? Parce que c'est ça le problème. Si ça restait ailleurs, ça irait bien. Mais malheureusement, il y a les glandes salivaires. Les glandes salivaires. Alors, c'est le cœur de l'affaire. Donc, c'est un cours sur les glandes salivaires. Ici, vous avez fait tout ce trajet pour écouter un cours sur les glandes salivaires. J'espère que vous êtes tous contents d'être venus jusqu'ici. Donc, alors, les femelles de moustiques, parce qu'il n'y a que les femelles de moustiques qui piquent, hein. Le mâle ne pique pas. Le mâle a une durée de vie assez limitée. Il va vivre entre une semaine, une dizaine de jours. La femelle pique parce qu'elle va prendre du sang. Et dans ce sang, il y a du virus ou du plasmodium. Fred va vous en parler tout à l'heure. Donc, si le moustique n'est pas compétent, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est incapable de transmettre, le virus qui est dans le bol alimentaire, qui est ingéré avec le sang, va disparaître puisqu'il va être digéré. D'accord ? Et s'il y a une combinaison qui marche, c'est-à-dire entre le virus et le moustique, parce qu'au niveau de la paroi de l'estomac du moustique, il y a une espèce de serrure que le virus va avoir comme clé pour pouvoir entrer à l'intérieur. Donc le virus va entrer dans l'épithélium du tube digestif, il va se multiplier, et ensuite le virus va sortir, il va entrer dans le corps du moustique. D'accord ? Et dans le corps du moustique, le virus va aller partout. Il va infecter les ovaires de la femelle de moustique, et de cette façon-là, si le virus est dans les ovaires, et quand la femelle va pondre, il va y avoir des virus qui vont être pondus, enfin qui vont s'agripper à l'œuf qui va être pondu. Donc, ce qu'on appelle la transmission verticale, c'est-à-dire le virus qui est transmis de la femelle de moustique infectée à sa descendance. Donc, le moustique, quand il va pondre aussi des œufs infectés. Et c'est comme ça que
le virus, d'une certaine façon, peut persister pendant la mauvaise saison, c'est-à-dire quand la femelle de moustique n'est plus active, et surtout dans nos latitudes, quand il va faire froid. Voilà. Donc c'est une transmission verticale, parce que les moustiques font l'amour debout, il faut le savoir. Et en vol, en plein vol. Oui, alors je veux dire... Essayez, vous allez voir, c'est pas évident. Non, non, c'est pas formidable, surtout si vous n'êtes pas hôtesse de l'air. Ensuite, après la transmission verticale, il y a la transmission horizontale. Alors, horizontale, ça va être la femelle de moustique qui va se retrouver infectée, d'accord? Il y a du virus partout. Une femelle de moustique peut contenir jusqu'à 1 milliard de particules de virus. OK? 1 milliard, vous avez dit pourquoi la femelle de moustique n'est pas malade? Mais elle ne tombe pas malade. Donc, elle continue à vivre, ça veut dire, en fait, ça indique pour nous, hein, dans les laboratoires, que ce virus, c'est un virus d'insectes avant tout. C'est comme nous, on héberge des tas de bactéries qui ne nous tuent pas. Donc forcément, ces bactéries étaient là bien avant et nous voulons servir d'une certaine façon. Donc le virus va progressivement se retrouver dans les glandes salivaires du moustique. C'est là où on parlait des glandes salivaires. Donc les glandes salivaires vont être infectées par ce virus qui a été ingéré par la femelle du moustique lorsqu'elle a piqué il y a 1 semaine, par exemple. D'accord? Donc ce virus dans les glandes salivaires va se multiplier. Et quand la femelle de moustique va piquer à nouveau, parce qu'elle va piquer à peu près tous les 5, 6, 10 jours, hein, elle va injecter de la salive, hein, parce que dans la salive, il y a un anticoagulant qui va lui permettre d'absorber le sang. D'accord? Et donc, quand la femelle de moustique, avec le virus présent dans la salive, va injecter cette salive, elle va pouvoir infecter quelqu'un. C'est comme ça que le cycle va se faire et que comme ça que la transmission vectorielle va se faire. Donc, l'objectif dans tout ça, c'est interrompre la transmission en évitant que la femelle infectée vienne vous piquer. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Bon, on reste à la maison, on ferme toutes les portes et fenêtres et on attend que ça passe. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'en France, vous avez le fameux moustique tigre, Aedes albopictus, qui est présent maintenant dans 32-33 départements, hein, et notamment à Montpellier. Donc Fred a de l'Aedes albopictus dans son jardin. Il l'élève pas, il est là de façon naturelle. Et donc en fait ce moustique va pondre des petites collections d'eau, tout petits, qu'on voit même pas, c'est-à-dire en fait qu'on appelle des gîtes cryptiques. Donc c'est des petites collections, les gouttières qui sont bouchées, un petit trou de rocher, quelque chose comme ça, des petites coupelles. Des petites collections d'eau vont être des gîtes dans lesquels les moustiques, les femelles de moustiques vont pondre. Donc, en fait, si on veut éliminer les moustiques, il faut éliminer ce genre de gîtes. Il faut déjà savoir où ils sont et les identifier. Donc, c'est ça ce qui rend difficile la lutte antivectorielle. Donc, en fait, il y a des tas de stratégies qui vont être développées, notamment Frédéric était ce matin dans une réunion sur les moustiques génétiquement modifiés. Alors, pourquoi les moustiques génétiquement modifiés? Attends, attends, tu brûles les étapes là. Oui, je brûle un peu les étapes. C'est une série, donc on a fait 52 minutes par épisode, oui. Puis après on arrête un peu, on fait une deuxième épisode. Tu as du genre à voir toutes les séries d'un seul coup. Toi. Ah oui, moi je suis comme ça. En fait, l'avantage d'être dans les laboratoires, c'est qu'on compacte tout. Oui, d'accord, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Parce qu'il faut savoir que la ferme de Madame Annabelle Fayou est au 2e ou 3e sous-sol, rue de Vaugirard à Paris, quand même. C'est là où ça se passe. Ouais, on descend avec un monte-charge comme ça. Comme ça, au sous-sol. Oui, au sous-sol, oui. Au sous-sol, ah oui, au sous-sol. Non, c'est pas sur la Tour Eiffel. Je n'ai pas la vue sur la Tour Eiffel. Non, donc c'est vraiment compliqué. Donc elle fait quelque chose de formidable. Alors, je voudrais en passer la parole à Frédéric parce que il y a différentes façons de se débarrasser ou de vivre avec les moustiques. C'est ça la question. Alors la première méthode qu'on a trouvée, c'est celle qu'a racontée Annabella. Alors c'est une méthode assez intéressante et qui a déjà un certain nombre d'années, puisque une des premières vraies attaques des moustiques, c'est celle qui s'est passée quand on a essayé de construire le canal de Panama. C'est là où les moustiques ont frappé. Les moustiques ont frappé principalement avec la fièvre jaune. Et c'est à l'époque où on s'est rendu compte que ce qu'on appelait l'hypothèse du moustique, j'adore cette expression, l'hypothèse du moustique était validée,
C'est-à-dire que c'était par le moustique qu'on transmettait les parasites. Donc il y a 4 chercheurs qui ont trouvé, je n'entre pas dans les détails. Et donc on a, quand les Américains ont pris le relais des Français qui n'avaient pas réussi à percer l'isthme de Panama, pour 2 raisons, des questions financières aussi, des questions de choix comme ça, des travaux, puisqu'ils avaient décidé de percer la montagne. Alors ils pensaient qu'elle était petite, mais c'était quand même une montagne. Et que les Américains ont repris les travaux. Et vous savez que Panama, ce n'est pas du tout un canal. En fait, c'est une série, c'est un grand lac artificiel au milieu, des écluses pour monter d'un côté les bateaux, et puis pour les faire redescendre de l'autre côté. Et donc, ils ont repris cette nouvelle technique de travaux, et en même temps, ils ont nommé un général, et le général pour aller au bout des moustiques. Donc il a fait tout ce qu'il fallait, ce que raconte Annabella. Et on est venu à bout assez rapidement des moustiques, avec des grillages, avec la suppression des gîtes larvaires, etc. Donc ça, c'était la première fois. Et puis après, on a trouvé des insecticides pour tuer les moustiques. Et puis on a trouvé aussi des médicaments pour guérir quand on avait un certain nombre de maladies causées par les moustiques et notamment le paludisme. Alors, est-ce que tu pourrais raconter un tout petit peu l'histoire de la quinine et puis ensuite raconter ce qui s'est passé avec le DDT. Puis après, on va aller petit à petit, on va avancer. Parce que c'est formidable, parce que c'est vraiment la question de est-ce qu'il faut se débarrasser complètement ou est-ce qu'il faut vivre avec en se protégeant. Et c'est une vision complètement différente qui revient à une question très large, très général. Doit-on maîtriser la nature ou être avec la nature? Et moi, en tant que marin, je sais que les bons barreurs, c'est ceux qui ne se considèrent pas, enfin qui ne sont pas des imbéciles, c'est ceux qui ne se considèrent pas comme plus forts que la mer. Ils vont avec les vagues, ils vont comme ça, c'est la même manière. Comme ça. Voilà. Donc si tu pouvais raconter un peu l'histoire du quinine, comme tu veux, ou l'histoire du DDT. Du DDT, parce que c'est comme ça. Si on est sur les moustiques. Et comme tu dis, on n'a pas le monopole de la vie, on n'a pas le monopole de l'utilisation de la planète, de l'occupation de la planète. Il faut savoir que les moustiques, ils étaient là bien avant nous. Tu remontes au canal de Panama où là, vraiment, ils nous ont fait mal. Parce que les Français ont arrêté non seulement pour les problèmes que tu dis, mais il y a eu 20 000 morts. 20 000 morts de fièvre jaune et de paludisme pendant qu'on essayait de percer le canal de Panama. Et au bout d'un moment, les gens se sont dit, bon, ben, ça suffit, nous, on arrête là. Et les Américains ont repris en disant, voilà, le problème principal, c'est les maladies que nous transmettent les moustiques. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Et ils s'en sont occupés réellement. Et ils ont démoustiqué le coin pour pouvoir construire le canal de Panama. Ce qu'on a fait quelque temps après dans le sud de la France pour pouvoir construire des stations balnéaires où les Parisiens aiment bien venir l'été. Toute la Grande Motte et tout le littoral devant Montpellier, les constructions étaient possibles parce qu'on a démoustiqué le coin. Mais les moustiques... Il faut vous dire, c'était intéressant parce qu'il y avait une concurrence avec pour essayer de récupérer le maximum de cette manne touristique, puisque le long de la Méditerranée, plus bas, en Espagne, il n'y a pas des lagunes. Il n'y a pas de lagunes. Donc il y avait beaucoup moins de moustiques. Et c'est comme ça que la Costa Brava s'est développée, alors que toute la côte qui va de la frontière espagnole jusqu'à Marseille ne pouvait pas se développer parce qu'il y avait trop de moustiques. Et de 1936, début des congés payés, jusqu'à 1963, création de l'EID, l'entente interdépartementale de démoustication en Languedoc-Roussillon, eh bien, les gens voyaient passer les vacanciers aller en Espagne et se sont dit, c'est pas possible. On a un littoral devant chez nous aussi, mais les gens ne s'arrêtent pas parce qu'il y a trop de moustiques, donc on va démoustiquer, construire, et là, on va récupérer un peu de cette manne, et ça marche. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les moustiques, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous sur Terre. Ça fait 250 millions d'années qui volent sur Terre. Donc ils ont eu le temps de s'adapter, ils ont eu le temps de se diversifier. Les moustiques, c'est une biodiversité, c'est un monde à eux tout seuls. On en connaît actuellement plus de 3500 espèces. Et sur ces 3500 espèces, alors que l'homme, c'est une espèce. Qu'on soit bien d'accord, il y a une espèce humaine. On est maintenant à plus de 3500 espèces de moustiques et on ne les connaît pas tous. Donc ils sont sur Terre, on partage cet environnement, on l'adapte à notre manière pour le rendre plus confortable et pour qu'on s'y sente mieux. Mais ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on crée des nouveaux environnements auxquels certains moustiques s'adaptent. Et ce n'est pas les 3500 espèces qui nous ennuient. C'est une poignée, une dizaine, si on veut être large,
une trentaine d'espèces de moustiques qui sont responsables de l'ensemble de ces morts que tu as citées. 450 000 morts par an de paludisme, c'est pas rien. Et quand on augmente, quand on compte la dengue, le chikungunya, qui tue pas beaucoup, mais la fièvre jaune, la dengue et certaines encéphalites, on arrive à 750 000 ce matin. Les gens du HCB, qui ont fait l'évaluation des moustiques transgéniques, parlent même de 1 million de morts par an, dus uniquement aux moustiques, aux virus et aux pathogènes qui nous transmettent. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont morts du paludisme. On dit même qu'Alexandre le Grand, un grand conquérant, est mort du paludisme. Il y a beaucoup d'histoires. Si on revient sur l'histoire, on s'aperçoit que les moustiques, pendant les guerres qui se sont succédées, les moustiques ont presque tué plus de personnes que les assaillants eux-mêmes. Alors, je raconte, bah, parce que, et puis je te repasse la parole sur le DDT. C'est une histoire incroyable. D'abord, au moment de la guerre des Alliés, les Français, les Anglais, et puis plus tard les Américains, qui étaient dans la guerre de 14-18 contre les Allemands et contre les Turcs. Et les armées alliées de notre bord, ils voulaient prendre Istanbul. Donc ils ont débarqué à l'extrême nord-est de la Grèce, vers les Dardanelles. Et là, ils n'ont pas pu avancer parce qu'ils étaient décimés par les moustiques. Décimés par les moustiques, les autres aussi. Et donc, l'avantage a été acquis aux armées alliées parce qu'ils ont commencé à être traités massivement par des petites pilules de quinine. Mais il y a une autre histoire qui est encore plus intéressante, c'est l'histoire de la guerre du Vietnam. Pour échapper aux bombes américaines, les armées Viet Minh s'étaient enterrées. C'est-à-dire qu'ils avaient creusé des réseaux incroyables de galeries un peu partout, évidemment extrêmement humides, dans lesquels il y avait des soldats, mais aussi il y avait des moustiques. Donc les armées Viet Minh mouraient beaucoup plus du paludisme et des maladies associées, et transportées par les moustiques, que des bombes américaines. D'où appel d'Ho Chi Minh à son allié Mao pour trouver une solution. Secrètement, il y a une grande campagne en Chine pour essayer de répertorier toutes les plantes de la pharmacopée traditionnelle qui pouvaient permettre de guérir. Et c'est comme ça qu'on a repéré une plante qu'on connaissait bien, c'était l'artémisia. Et cette plante, on l'a donnée aux malades potentiels ou aux malades véritables, qui étaient les armées Viet Minh. Et c'est cette plante-là dont Madame Yu Tu a réussi à extraire le principe actif. Et c'est pour ça qu'en ayant beaucoup tardé, elle a reçu le prix Nobel. J'ai visité son laboratoire à Pékin. C'est évidemment absolument fascinant. Et donc, on rappellera de ça. Mais je voudrais qu'on parle du DDT. Premier prix Nobel chinois. Premier prix Nobel souligné. Oui, alors évidemment, vous imaginez, c'est une héroïne là-bas, complète, bien sûr. Elle est et puis elle a tout un groupe comme ça, des gens. Celui qui m'a fait visiter le labo, il a 82 ou 3 ans. Enfin, il y a des gens, on dirait l'Académie française, quoi, comme niveau d'âge. Donc c'est assez formidable. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire du DDT? Parce que c'est une conception toujours, vous savez, dans l'espèce humaine, on a toujours un rêve de maîtrise. Et quand il y a un problème, on pense qu'il y a toujours, quelque part, une solution unique, valable tout le temps, partout. Alors le DDT, c'est une molécule chimique, hein, c'est du chimique pur, pour le coup, ça ne vient pas des plantes, et qu'on a découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, où on faisait tout un tas d'essais, bons et mauvais, sur tout un tas de choses, et on a mis au point cette molécule, et on s'est aperçu qu'elle avait des propriétés insecticides, et que ça marchait très très bien contre les moustiques. Et les moustiques, on connaît depuis un moment leur rôle. Je voudrais juste revenir sur les termes paludisme et malaria. Vous voyez que paludisme, ça vient de paludis en latin, qui veut dire le marais. Malaria, c'est un mot africain, c'est la même chose, hein, paludisme et malaria. Et malaria, ça veut dire mauvais air en italien. Donc les gens avaient fait le rapport avec l'air ambiant et les marais sans avoir le lien moustique qui a été découvert au début du 20e siècle seulement, quoi. Mais à partir de ce moment-là, à la Seconde Guerre mondiale, on savait le mal que nous faisaient les moustiques. On avait commencé à identifier les maladies qui pouvaient nous transmettre. Et on a découvert
cette molécule, le DDT, et on s'est dit, ça y est, on a l'arme ultime contre les moustiques, un insecticide qui est facilement utilisable. On l'a utilisé larga manu en en balançant partout. Ça a aidé à éliminer les moustiques et la transmission du paludisme dans certaines contrées, pas partout, loin de là. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est bon, on a l'arme ultime, il n'y a plus besoin de comprendre comment ça se passe. On sait que les moustiques sont impliqués, mais ça nous suffit. On a ce DDT, et finalement, le DDT a tué plus d'entomologistes que de moustiques. Et on a arrêté de chercher, de financer des recherches sur les moustiques et leur rôle dans la transmission d'agents pathogènes, ce qui fait que maintenant, on prend le rebond en pleine figure avec l'émergence de tout un tas d'arbovirus. L'incidence de la dengue, tu en parlais tout à l'heure, Bella, a été multipliée par 50 en 30 ans. Zika, c'est tout nouveau. Chikungunya, c'est il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'on en parle. Donc les moustiques se sont répandus, ont commencé à résister à l'insecticide. C'est la même chose, le problème des moustiques et des insecticides, c'est exactement la même chose que les bactéries et les antibiotiques. Vous êtes tous au courant, les antibiotiques, ça ne doit pas être automatique. Les antibiotiques, quand on commence, ben on suit le traitement et on termine. Parce que sinon, si on ne prend pas bien le traitement, ce qu'on va faire, c'est que tous les individus, que ce soit des bactéries ou des moustiques, ils ne sont pas égaux, tout comme nous, on est différents, on est de la même espèce, mais on a des particularités, chacun est unique, et certains vont résister mieux à, si je parle des bactéries, à des antibiotiques que d'autres. Et si vous ne prenez pas votre traitement jusqu'au bout, ou si vous ne prenez pas la dose qu'il faut, ce que vous allez faire, c'est que vous allez éliminer la fraction de ces bactéries qui est la plus sensible à l'antibiotique, mais vous allez garder les plus résistants. Ces bactéries ou ces moustiques vont se reproduire, et dans la descendance que vous aurez, ben vous n'aurez plus que des résistants, et au bout de 3 ou 4 générations, votre molécule ne marche plus du tout. C'est ce qui se passe avec les antibiotiques et les bactéries, et c'est ce qui se passe avec les moustiques et les insecticides. On a utilisé le DDT sans faire attention à ce qu'on faisait, en dépit de tous les impacts environnementaux que ça a. La seule chose qu'on a réussi en utilisant le DDT comme ça, c'est de créer des résistances et de faire en sorte que le DDT va continuer à tuer les abeilles et les papillons, mais va plus tuer les moustiques. Donc on a comme ça sacrifié une méthode de lutte qui était vraiment efficace. Et il ne faut pas qu'on recommence, parce que ça coûte énormément cher à développer des molécules. Il faut investir dedans, et personne ne veut investir. En santé, c'est très dur de trouver des investisseurs. Vous en trouvez pour trouver des nouveaux insecticides, produire de nouveaux insecticides pour protéger les récoltes, par exemple, parce que là, il y a un vrai marché. Mais pour protéger des êtres humains, c'est difficile d'investir, parce qu'à part la reconnaissance éternelle, c'est un peu tout ce que vous récoltez, et ça nourrit pas son homme. Mais il y avait un point très important que tu as dit en une phrase, c'est que le rêve, c'est donc de trouver le remède général qui marche pour tout le monde, etc. Et donc, on se dit à ce moment-là, il n'y a pas besoin de comprendre nos ennemis, puisqu'on va tous les tuer. Donc, on a arrêté les efforts pour comprendre, et c'est-à-dire qu'on n'a plus fait du tout d'efforts dans cette science que je défends corps et âme, qui s'appelle l'entomologie médicale, c'est-à-dire la science des insectes qui est liée aux questions de santé. Et donc vous avez des représentants mondialement connus et que je défends. Je suis une sorte de militant pour eux, pour leur discipline. Un très bon porte-parole. Non, mais pourquoi ? Parce que c'est cette vision folle en disant on va trouver un système, donc il n'y a pas besoin de savoir, on les tue. On les tue. Donc voilà, il n'y a pas besoin de connaître la culture japonaise puisqu'on leur met une bombe sur la tronche. Donc c'est facile. Et donc cette question-là est clé parce qu'il faut que vous compreniez le mécanisme qu'on m'a expliqué, c'est que nous, êtres humains, en un siècle, on a 4 générations. Eux, ils en ont 700. Alors, ils ont beau être beaucoup plus bêtes que nous, ils ont la capacité de s'adapter, de changer, de muter complètement. Les bactéries, ça peut muter toutes les 20 minutes. Donc, vous voyez, ce genre de mécanisme, il faut bien comprendre quelles sont les échelles de temps. Voilà. Alors, on ne va pas entrer dans tous ces détails, mais vous voyez à quel point c'est passionnant.
D'abord parce qu'on circule entre les savoirs, parce qu'il faut évidemment des biologistes, des virologues, il faut aussi des environnementalistes, il faut des gens qui sont spécialistes de l'eau, enfin c'est magnifique. Vous avez des circulations comme ça, vous avez des circulations entre les pays, vous avez des circulations dans le temps aussi. Donc c'est quand même tout à fait magnifique. Alors on n'a pas le temps d'entrer, mais simplement, quand vous allez dans les endroits infectés, d'abord il faut vraiment des moustiquaires qui ont permis un vrai programme de moustiquaires imprégné, je vais vous dire pourquoi. Évidemment, ça peut diminuer par 2 le nombre de morts liés notamment au paludisme. Pourquoi imprégner le moustiquaire? C'est que si vous êtes moustique, vous avez quelqu'un qui est sur un moustiquaire, qui délivre du CO2, vous êtes vachement attiré par le CO2, donc vous attendez peinard que la personne sorte. Alors plus c'est un mec et plus il a une prostate grosse, plus il sort souvent. Donc plus il le pique. C'est imparable. Donc, comment? Bah, évidemment, parce que la femelle, elle sait que le mec a une prostate qui lui rend un peu moins actif. Et donc, il faut... Non, mais on dit les choses. Vous savez, ici, à la Cité des Sciences, on dit la vérité. On dit la vérité, quelles que soient les conséquences pour les couples. Donc, notamment... on dit la vérité. Donc, il faut qu'il y ait des répulsifs, parce qu'à ce moment-là, le moustique, il arrive, il dit, oh là 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 là, ça sent très mauvais, il y a peut-être du CO2 derrière, mais hop, je me tire. Donc, voilà. Mais, alors, je voudrais, parce que... vous avez vu, on peut passer la nuit entière. Ce n'est pas une carte blanche qu'il me faut, c'est une nuit blanche. Vous comprenez, une entière. C'est un dossier absolument fascinant. Fascinant parce qu'on n'a encore rien dit. Mais je voudrais simplement que tu nous parles, ou que vous voulez, de domaines. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Pourquoi c'est facile pour un certain nombre de maladies, enfin relativement facile de trouver des vaccins comme pour la fièvre jaune, et pourquoi on n'arrive pas, avec tellement de difficultés, avec le paludisme. Première question. Et après, on va aller dans les manipulations génétiques et le forçage génétique. Vous allez voir, et on va finir là-dessus. Et enfin, franchement, vous n'êtes pas venu pour rien. C'est dur de venir ici, mais alors, franchement, vous en aurez pour votre argent modique, d'ailleurs. Donc pour le vaccin, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le seul moyen, par exemple le vaccin de la fièvre jaune marche très bien. C'est un vaccin qui est vivant, atténué et qui protège toute une vie. Donc n'hésitez pas à utiliser ce vaccin quand vous allez en Afrique et aussi en Amérique du Sud, puisque vous avez un cycle sauvage de la fièvre jaune en Amérique du Sud. Donc le vaccin, alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de développer un vaccin ? C'est parce qu'en fait, vous avez, par exemple, pour ma partie, et je ne vais parler que des virus transmis par des moustiques, les arbovirus qu'on appelle, puisque c'est une contraction anglo-saxonne qui veut dire Arthropod-borne virus. Donc pour ces virus passent leur vie à sauter la barrière de l'espèce. C'est-à-dire, en fait, c'est un virus qui va se multiplier dans un moustique et ensuite va se multiplier chez l'homme. Donc il va passer son temps à faire ce bond entre le vertébré et l'invertébré. Et ça va être assez compliqué pour un virus de rester stable. Donc, il va falloir qu'il mime, en fait, qu'il s'adapte à cet environnement qui est différent entre un insecte et l'homme. Et c'est pour ça que développer un vaccin qui puisse englober toute cette diversité, c'est-à-dire avoir un virus qui va avoir sur son dos toutes ces petites molécules qui va retracer toute sa vie entre l'insecte et le vertébré, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de vaccins contre ce genre de maladies qui sont développés. Et surtout, un point très important, c'est que ça s'adresse essentiellement à des pays qui ne peuvent pas se payer ce vaccin. Donc, c'est pour ça que la recherche d'un vaccin va être limitée essentiellement à des pathologies pour lesquelles, en fait, il y a une incidence internationale ou bien des pays relativement riches. Donc, là aussi, il y a la politique qui entre. C'est pour ça que la géopolitique du moustique, ce titre me plaît beaucoup. C'est dans ce sens-là. C'est qu'en même temps... Oui, si tu permets, juste sur ce point, quand on a discuté ensemble, je ne sais plus comment le mot est venu, mais écoutez ça. Qu'est-ce qu'une maladie émergente ? C'est une maladie qui commence à toucher un pays riche. Vous voyez ? Je sais bien que c'est la fin de la journée, mais enfin réfléchissez parce que c'est pas mal. Et puis je vais rebondir là-dessus en disant qu'en fait, vous n'avez jamais autant
entendu parler de virus transmis par le moustique depuis les épidémies de chikungunya dans le sud de la France et surtout à La Réunion, et puis de Zika. Zika, c'est vrai qu'il y a une pandémie, mais si on illustre par exemple ce qui s'est passé en Polynésie française. En Polynésie française, il y a une grosse épidémie de Zika qui a touché quasiment 10% de la population, et on n'en a pas entendu parler. Et pourquoi on n'en a pas entendu parler? Parce qu'au même moment, il y avait eu l'émergence d'Ebola en Afrique centrale. Donc en fait, il n'y a pas eu cet écho qui était important pour la Polynésie de pouvoir, comment dire, recevoir toutes les infrastructures, toutes les compétences de l'extérieur, surtout de la France métropolitaine, pour pouvoir essayer de contrecarrer la venue de ce virus et puis de limiter un peu son incidence. Donc vous voyez que tout ça est lié, que les gens aussi se déplacent. Donc, ils portent avec eux tout le cortège de bactéries, de virus et de parasites. Donc, forcément, comme ils bougent beaucoup, ils vont diffuser tous ces pathogènes. Et quand ils vont arriver quelque part à la bonne saison, ils vont se faire piquer par des moustiques qui sont compétents. Et c'est comme ça qu'en fait, la transmission locale va commencer et qui peut, dans une certaine mesure, quand il n'y a pas les infrastructures de lutte antivectorielle qui sont adéquates, aboutir à une épidémie. Donc tout ça est lié. C'est pour ça que c'est un sujet extraordinaire qui illustre en fait toutes nos failles dans le fonctionnement de nos sociétés. Alors maintenant, on va aborder le dernier point. Vous avez vu à quel point c'est formidable quand même, non? C'est passionnant cette affaire, non? Non, vous dormez ou quoi? Non, c'est passionnant. Imaginez, vous comprenez pourquoi j'ai bossé 2 ans, parce que c'est quand même inouï, c'est magnifique. C'est magnifique cette histoire. On me demande pourquoi tu es les moustiques, t'es pervers ou quoi? Pas du tout, c'est formidable. C'est formidable. C'est très joli un moustique quand on le regarde beau, au microscope. comme tout, ils sont beaux. Un moustique tigre. Un tigre, ils sont là. Voilà, regardez. Il n'est pas beau? Elle est magnifique. Vous avez vu? Vous vous rendez compte? Enfin, on dirait un mannequin. Elle a des jambes aussi grosses que celles d'un mannequin. Et donc, là, en plus, elle a plus de jambes. Alors, quand on aime les jambes des femmes, vous vous rendez compte? Bon, bref. Alors, maintenant, tu vas nous dire en 5 minutes la question de la génétique, des ciseaux moléculaires et du forçage génétique. 5 minutes. Et encore, je suis généreux, Fred, tu sais. Alors, effectivement, depuis une vingtaine d'années, on a commencé à regarder l'ADN avec des outils de plus en plus performants. Ça n'a pas commencé par les moustiques, mais bien sûr, il restait quand même quelques entomologistes. Et moi, je suis en particulier biologiste moléculaire de formation. Donc la biologie moléculaire, c'est un peu mon dada, et j'ai appliqué ça aux moustiques. Et beaucoup de gens ont fait le même cursus que moi, plus que de venir de l'entomologie à l'université, puisqu'on ne l'enseignait plus. Et donc les progrès de la biologie moléculaire récemment nous ont permis d'aller très précisément voir les bases sur l'ADN, comprendre quels sont les rôles des gènes, et trouver des systèmes pour modifier ces gènes qui peuvent intervenir dans plusieurs processus. Bien sûr, un gène code pour une protéine, et une protéine va faire quelque chose, que ce soit dans notre corps à nous ou dans le corps du moustique. Donc on a comme ça pu... Il faut bien, pour ceux qui ne sont pas gène, protéine, action. Voilà, le gène code pour une protéine. Moi, je suis dans le simple, c'est le descriptif de la protéine. Et donc, on a pu comme ça aller étudier comment se passent les interactions entre les virus et les moustiques et l'homme. Et voilà un beau moustique. Alors là, et aller s'amuser à bricoler le gène, à bricoler l'ADN directement des moustiques. Soit on peut maintenant ajouter un gène qui va permettre, par exemple, aux moustiques de produire un antiparasitaire. Ça, on sait faire des moustiques génétiquement modifiés maintenant, chez qui on a inséré un gène qu'on a pris autre part, qui code pour une protéine qui va tuer le parasite. Et du coup, le moustique est capable de produire lui-même un médicament contre le parasite. Il est quasi vacciné. Il est quasi vacciné. Pareil, il y a des gènes qui sont nécessaires pour la vie.
il y a certains gènes auxquels il ne faut pas toucher, sinon le moustique ne se développe pas. Et ceux-là, on commence à en connaître quelques-uns. Et on a les outils pour aller tuer spécifiquement un gène ou aller en ajouter un au génome du moustique. Et l'idée avec cette protéine CRISPR-Cas dont on parle beaucoup, hein, c'est les ciseaux moléculaires qui nous permettent vraiment d'être très très précis sur ce qu'on va couper ou ce qu'on va ajouter dans le génome des moustiques. Et c'est des ciseaux avec un mécanisme quasi laser. Hein, comme vous avez, c'est chirurgical, hein, c'est vraiment. C'est comme vous avez des missiles qui sont guidés par laser et clac. Et c'est très facile à utiliser et ça coûte pas cher par rapport aux méthodes qu'on avait auparavant. C'est un peu comme l'informatique. Avant, c'était des gros machins qui coûtaient un bras. Maintenant, on a tous des petits téléphones, des petits portables qui coûtent presque plus rien. Bon, peut-être pas le tien, mais le mien. Du tout. Attends, je t'en prie. Attends. Et voilà, donc on est très efficace de maintenant. l'IRD. Attends, moi je connais le financement de l'IRD. Ils ont du fric. Hein. On bosse au sud, donc on n'en a pas beaucoup. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est vraiment aller changer un gène, aller ajouter un gène ou enlever un gène chez le moustique. Et l'idée, c'est de bricoler génétiquement ces moustiques au laboratoire et les lâcher dans la nature pour qu'ensuite ils s'accouplent avec leurs homologues sauvages. Et la descendance va avoir comme ça le gène qu'on a inséré où c'est d'un côté, il y a une stratégie de remplacement de population, c'est-à-dire introduire un gène, quelque chose qu'on aura bricolé nous-mêmes, l'homme a bricolé, a inséré dans le génome du moustique. On relâche ces moustiques dans la nature, on va relâcher que les mâles, on ne va pas relâcher les femelles, puisque comme Bella l'a dit, les mâles ne piquent pas, mais ils vont s'accoupler avec les femelles sauvages. On m'a dit que les femelles sauvages préféraient les moustiques non bricolés. On connaît. Pour l'instant, ils doivent être un petit peu handicapés quand même. Au labo, ça marche très bien. Dans la nature, quand elles l'avouent vraiment, les femmes préfèrent les bad boys. Bien sûr, mais on peut mettre un gène de bad boy. Ça peut se. Ah, top. Il suffit de définir. Il suffit de définir la chose. Alors, et maintenant, on peut faire à peu près ce qu'on veut à ce niveau-là. Mais ça veut dire que on se prend un peu pour Dieu quelque part. C'est que on va modifier le génome du moustique, relâcher le moustique, diffuser ces gènes dans l'espoir que ça change la population de moustiques. Et si tous les moustiques se mettent à sécréter ces antiparasitaires, par exemple, ben on en a fini avec le palu. Le moustique ne transmettra plus le palu. Et voilà, du coup, les histoires de vaccins de l'homme, les histoires de médicaments, tout ça pourrait se résoudre avec cette méthode-là, qui est dans le domaine du faisable. En théorie, ça peut marcher. Au laboratoire, avec nos moustiques de laboratoire, on a bien le gène qui est transmis dans la descendance. Ça, c'est un côté. Quand on s'attaque à un gène qui est vital pour le moustique, il existe aussi des moustiques transgéniques où on a tué ce gène. Alors on a des méthodes pour quand même pouvoir élever les moustiques au laboratoire. On les rend dépendants d'une molécule qu'on ne trouve pas dans la nature. Ça, c'est une boîte américaine qui fait ça, qui s'appelle Oxitec, qui a rendu le moustique dépendant de tétracycline. Tétracycline, c'est un antibiotique. Si vous élevez le moustique dans de l'eau, puisque vous le savez maintenant, le moustique, les bébés moustiques, les larves sont aquatiques, et puis à un moment, le moustique émerge de l'eau et a sa forme aérienne comme on la connaît, et la forme qui nous dérange. Donc, le gène, le bricolage génétique, ça rend les larves dépendantes à la tétracycline. Dans la nature, théoriquement, il n'y a pas de tétracycline. C'est un antibiotique chimique créé par l'homme qui n'existe pas à l'état naturel. En élevage, dans l'insectarium, on élève les moustiques dans de l'eau avec de la tétracycline, ça marche bien. On peut comme ça entretenir des colonies de moustiques qui ont ce gène qui les fait mourir s'ils ne sont pas en présence de tétracycline. Vous élevez le mâle, vous élevez les mâles, vous lâchez les mâles, ils se reproduisent avec les femelles. La descendance, les petites larves qui vont naître, sont dépendantes de tétracycline. Comme vous n'avez pas de tétracycline dans la nature, les larves meurent. La femelle, toutes les larves, tous les œufs qu'elle va pondre, ben les larves ne se développeront pas, et on peut aboutir comme ça à éliminer localement une population de moustiques. C'est comme vous faites voyager un Écossais qui, dépendant du whisky, il n'y a plus de whisky, l'Écossais meurt.
Et au bout de quelques générations, vous avez tout un continent qui boit du whisky. Qui boit du whisky. Alors, on va passer à la question clé. Les moustiques, quand même, ils causent beaucoup de morts. Est-ce que tu veux les supprimer ou non? C'est probablement un vœu pieux. Hein. C'est quelque chose on serait mieux sans moustiques, mais on a clairement, même avec cette nouvelle méthode, pas les moyens de les éradiquer. Et on éradique déjà suffisamment d'espèces sans faire exprès. Chaque jour, on élimine des espèces en aménageant l'environnement dans lequel on vit. Il y a tout un tas de biodiversité qui disparaît chaque jour à cause de nous. Donc sans le faire exprès, on élimine des espèces, mais quand on veut le faire, ben finalement, on a beaucoup plus de mal que ça. Donc c'est peut-être une utopie de penser à un monde sans moustiques. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ils étaient là bien avant nous, ils ont eu le temps de s'adapter, ils sont nombreux, ils s'accouplent rapidement, pour un temps de génération très court. Tout ça fait qu'ils ont un potentiel de réaction par rapport aux méthodes de contrôle qu'on va mettre en phase 2, qui va leur permettre d'évoluer et de résister à ces méthodes de contrôle. Et qu'on ne refasse pas l'erreur du DDT avec cette méthode un petit peu bling-bling, un petit peu high-tech. Tout le monde a les yeux qui brillent quand on en parle, parce que c'est vrai que c'est joli sur le plan de la théorie. C'est aussi joli que le DDT à son époque. Il ne faut pas qu'on retombe dans ces utopies de débarrasser le monde des moustiques. Et les moustiques, ils servent quand même à quelque chose dans l'environnement. Ils ne sont pas là que pour nous transmettre des maladies. À l'état larvaire, ils vont purifier l'eau en quelque sorte. Ils vont contribuer au recyclage de l'azote organique en azote minéral. Les larves vont faire ce travail-là. Ce n'est pas un travail spécifique aux moustiques. Il y a plein d'autres bestioles qui font la même chose, mais eux, ils contribuent. Et c'est une biomasse énorme. C'est beaucoup, beaucoup d'individus. Ils ont des prédateurs. À l'état aquatique, ils vont nourrir des poissons, des larves de libellules, tout un tas d'invertébrés aussi qui se nourrissent de ces jolies larves de moustiques qu'on voit derrière, là. Ça donne envie, non? Ça donne l'appétit, non? Il y a du monde. Hein. Ça donne faim, non? Vous êtes un poisson. À l'état adulte, ils vont nourrir tout un tas d'insectivores également. Donc, ils font partie de l'écosystème, ils font partie de ce monde-là. Et de quel droit on peut décider d'éradiquer une espèce de la surface de la Terre? Et on n'en a clairement pas les moyens. Donc, l'idée, c'est de gérer les moustiques de manière à ce que, quand on parle de nuisance, par exemple, mais quand on parle de côté plus grave, de transmission de maladies, ça soit un risque qui soit tout à fait gérable et qu'on ne soit pas à plusieurs milliers, centaines de milliers de morts par an, mais qu'on descende ça à un seuil qui est acceptable. Il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser, qu'on peut combiner pour avoir un impact. Et tu parlais tout à l'heure d'informer les gens, et c'est ça qui est très bien, et c'est pour ça que nous, je pense, on te remercie pour avoir fait ce livre sur cet aspect-là qui met un peu nos recherches en lumière. Et les gens, on élève les moustiques chez nous. Tout à l'heure, vous avez dit que j'avais des moustiques dans mon jardin et que moi j'ai dit que je les élève pas, mais si en fait, je les élève parce que j'ai des fleurs, parce que j'ai des collections d'eau dans mon jardin, comme on a tous, et c'est là que le moustique va se reproduire, va pondre et va se développer. Si vous faites piquer chez vous par le moustique tigre, c'est que vous l'élevez chez vous ou que votre voisin a des collections d'eau. Ce n'est pas quelque chose qui va faire 10 km depuis un marais pour aller vous piquer et retourner dans son marais. Le moustique tigre, c'est un animal vraiment domestique, au même titre que le cafard ou que les chats et les chiens. C'est quelque chose qui est tellement adapté à notre environnement qu'il peut quasiment plus vivre sans nous. On fait le travail. Quand on construit une ville, on va changer l'environnement, on élimine tous ces prédateurs. Je vous ai parlé des petits poissons, des libellules, vous n'en voyez pas beaucoup en ville. Des chauves-souris insectivores, il n'y en a pas beaucoup non plus en ville. Donc on nettoie un peu l'environnement, on crée un vrai boulevard pour ce moustique qui a appris à se reproduire dans les gîtes qu'on fabrique, nos coupelles de pots de fleurs. Il y a tout un tas de gîtes qui sont vraiment liés à l'homme. Le jouet des enfants qui traînent dans la cour, qu'on oublie de rentrer, il y a un peu d'eau qui se dépose dedans. Ça suffit pour être un excellent gîte à moustiques tigres. Donc on les produit nous-mêmes. Et si vous le savez,
si vous savez que vous produisez des moustiques, ben c'est votre intérêt de limiter la pullulation des moustiques. Si vous n'en élevez pas chez nous, vous serez tranquille, vous serez pas piqué. Donc de faire passer ce mot-là, de ne pas non plus tout attendre de la recherche et des pouvoirs publics, il y a des choses qu'on peut faire chez nous et on peut se protéger, avoir un vrai impact sur la qualité de vie. C'est la même chose, c'est le même genre de risque que le réchauffement climatique. On contribue tous et on peut chacun avoir un impact pour limiter ce risque-là. Et quand c'est dit par un Éric Orsena, ça passe nettement mieux dans les oreilles des gens. Alors vous allez voir, parce qu'il y a 2 livres. Et il y a le livre de Frédéric et ses associés, qui est, en plus, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est très très bien fait, très précis. L'éditrice est juste là et ça va lui faire plaisir. Ah bah, je la salue parce que c'est vraiment beau, précis, très, très évocateur, travail magnifique. Et je peux dire, dès le début, on avait pensé à ça, c'est vraiment des livres complémentaires. Moi, c'est une promenade et toi, c'est vraiment comme ça, une sorte de début comme ça, comment dire, de vraiment une sorte de recueil d'introduction. C'est un que sais-je, mais un que sais-je plus joyeux, si je puis dire, parce que magnifiquement illustré. Voilà. Donc, vous voyez à quel point c'est intéressant. Hein ? Vous n'êtes pas venu pour rien. Hein ? C'est vraiment intéressant, cette affaire. Voilà. Donc, ainsi s'achève la carte blanche. Évidemment, on va poser... voilà, si vous avez des questions, vous savez, on est là pour répondre à vos questions. Et puis, on va continuer la discussion après. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Vous voyez ce privilège inouï de rencontrer ces gens magnifiques et puis de prendre des cours. C'est quand même un privilège absolument incroyable, qui m'ont ouvert des univers. Franchement, maintenant, je vois les bêtes différemment, quoi. Voilà, on va prendre des questions pendant environ 10 minutes, pas plus. Donc je vous demande vraiment des questions très brèves, de façon à ce qu'après on ait aussi quelques minutes pour pouvoir faire une dédicace si vous le souhaitez. Merci. D'abord, merci pour cette conférence. Bon, il a été dit qu'en un siècle, il y avait 700 générations de moustiques. Est-ce que dans le temps qui vous a permis d'observer la modification des gènes que vous avez faite, il y a eu déjà des mutations qui pourraient, à moyen terme ou à plus long terme, faire échouer le but recherché? Alors, super question. On ne travaille pas directement là-dessus, nous, à Montpellier, hein, sur le CRISPR-Cas pour la lutte contre les moustiques. On ne travaille pas dessus parce qu'on travaille sur des choses qui ont la possibilité d'être appliquées assez rapidement. Donc, on ne travaille pas là-dessus, mais il y a effectivement des mutations qui permettent aux moustiques de résister. En fait, pour être très clair, cette machine marche très très bien quand vous pouvez avoir sur l'ADN une vingtaine de nucléotides qui ne changent pas dans l'espèce. Les moustiques sont tellement diversifiés que même à l'intérieur du vecteur majeur de paludisme, on n'arrive pas à trouver 20 nucléotides qui sont les mêmes chez tout le monde. Donc ça, c'est un motif de résistance. Il y a une telle variabilité que sur tout le génome, on n'arrive pas à trouver une bande de 20 nucléotides qui soit la même partout. Donc ça, déjà, c'est un gage qu'il y aura certains individus qui vont résister, quel que soit le gène qu'on va cibler. Parce qu'il y a une ambiguïté là-dedans. Il faut que ça soit des gènes qui soient principaux, majeurs, avec un phénotype majeur, et qui soient conservés chez tous les individus de la même espèce. Donc ça, on sait déjà que dans la cible qu'on a pour cette méthode-là, il y a la variabilité qui va permettre de résister. Ouais. Donc ça sera pas le magic bullet, encore une fois. Il ne faut pas essayer de faire croire ça aux gens. Ouais. Vous avez mentionné plus tôt que certains des virus étaient originaires des arbovirus. J'ai oublié le terme exact. Du coup, si ça fait un certain temps qu'ils évoluent ensemble, est-ce qu'il y a un avantage évolutif pour le moustique à être un porteur sain? En fait, dans un moustique, il y a un cortège de virus. Il n'y a pas qu'un seul virus, il y a de nombreux virus. Il y a même des séquences de virus sont intégrées dans le génome du moustique. C'est-à-dire qu'en fait, le moustique, de génération en génération, va porter des morceaux de virus qu'il a intégrés il y a quelques millions d'années. Donc, en fait, se pose la question aujourd'hui, quel est le rôle de ces intégrations dans le génome du moustique?
on pense en fait que ce genre de morceaux qui est intégré dans le génome du moustique peuvent interférer avec la transmission de certains virus, notamment le chikungunya ou la dengue, comme si le moustique se protégeait en augmentant son immunité via ces petits fragments qui ont été intégrés pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de virus dans le moustique, de façon à ce que le moustique puisse supporter cette charge virale. Donc vous voyez, en fait, avec cette illustration, il y a quand même une combinaison, une relation qui est très fine entre le virus, le moustique et même les bactéries à l'intérieur du moustique qui peuvent aussi, de certaine façon, modifier ou moduler la transmission, puisque en fait, ces bactéries tapissent le tube digestif du moustique, et quand le virus est absorbé avec le sang, ce virus, en fait, il ne peut pas, parfois, physiquement, atteindre la paroi de l'estomac, parce qu'en fait, il y a des bactéries qui bloquent. Vous voyez? Et ces bactéries, en fait, aussi, la concentration de bactéries va dépendre de la température. Par exemple, dans certaines bactéries, plus il va faire chaud, plus ces bactéries vont être nombreuses. C'est pour ça qu'en fait, d'une certaine façon, les maladies vectorielles, toutes les maladies transmises par les moustiques sont affectées aussi par le changement climatique. Plus il va faire chaud, plus en fait la transmission va s'exacerber et plus en fait cette combinaison virus, moustique et bactéries va être modifiée. Il faut que vous vous rendiez compte que le moustique n'est pas une seringue, c'est un être vivant. Et le parasite ou le virus, c'est aussi un être vivant. Et quand c'est ces deux êtres vivants, et si vous rajoutez des bactéries, il y a des interactions permanentes. Parce qu'on a l'impression comme ça, on a deux organismes indépendants. Il y aurait le virus d'un côté, et puis le contenant qui serait le moustique. C'est pas comme ça que ça marche, des interactions, parce que c'est vivant, ils sont aussi vivants. Encore une fois, on en revient, personne n'a le monopole du vivant. La vie, c'est cette formidable et générale et mouvante interaction. Je voudrais juste apporter encore un autre élément de réponse à la question de monsieur. Il n'y a pas forcément d'avantage évolutif au moustique à être porteur sain. Par contre, il y a un avantage évolutif au virus de ne pas faire trop mal au moustique. Si vous bousillez le moustique, c'est quand même le moustique qui est votre véhicule. Donc c'est une histoire qui se joue sur le long terme. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Et c'est des ajustements évolutifs, une coévolution réelle entre le virus, son moustique. Et effectivement, comme disait Bella, on appelle ça des arthropodes-borne virus. Arthropodes, c'est la classe qui inclut les insectes et les acariens. Et donc des virus transmis par des arthropodes, donc transmis par des insectes ou des moustiques. Voilà. Et donc l'avantage évolutif, il ne faut pas oublier que le virus, c'est quelque chose aussi. Et c'est peut-être lui le maître du jeu dans cette histoire-là, d'ailleurs. Voilà, deux dernières questions, et puis après, on pourra continuer la discussion. Madame. Pardon. Alors, trois questions. Bonsoir, moi j'ai une question concernant la transmission. Est-ce qu'une seule piqûre suffit à infecter une personne? Est-ce que la charge virale du coup dans cette piqûre elle est assez importante? Comment ça se passe en fait concrètement? C'est une question d'initié, hein. Vous êtes bien au courant. Donc en fait ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre en fait de la charge virale, bien entendu. Quand la femelle du moustique va injecter une particule virale ou 10 000 particules virales, ça ne va pas être la même chose. Et ça va dépendre aussi du type de virus. Ce qu'on appelle des virus qui sont virulents et moins virulents. C'est-à-dire virulents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la multiplication du virus va être beaucoup plus importante. Donc, c'est pour ça que sur les virus, il y a différentes catégories de virus. Hein. Il y a différents génotypes, comme on dit, hein, et différentes lignées. Donc, c'est comme les moustiques, il y a 3500 espèces de moustiques, et à l'intérieur d'une même famille de virus, il y a différentes espèces de virus. Par exemple, le plus criant comme exemple, ça va être la dengue. La dengue, il y a 4 sérotypes de dengue. Et entre les différents sérotypes de dengue, il n'y a que 30% de différence. Et à l'intérieur d'un même sérotype, il y a beaucoup de génotypes. Donc, vous avez contracté la dengue 2 de génotype américain, vous êtes protégé pendant un certain temps vis-à-vis d'un autre sérotype, mais vous n'êtes pas
protéger toute votre vie. Si vous contractez la dengue 1, par exemple, en allant en Asie du Sud-Est, alors que vous êtes de la Caraïbe. Donc forcément, il y a une multitude de virus, hein, et c'est cette combinaison qui est assez extraordinaire entre des populations de virus différents et des populations de moustiques différentes. Ce qui fait qu'en fait, l'épidémiologie d'une maladie qui est unique, par exemple la dengue, elle va varier d'un continent à l'autre. Et si on ajoute à cela la diversité des populations humaines, parce que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la maladie, mais vous voyez, vous pouvez imaginer la mosaïque qu'il peut y avoir et comment c'est difficile de définir une stratégie commune pour pouvoir lutter contre une maladie comme celle-là. Avec sans arrêt des épidémies qui reviennent comme ça, qui se calment, qui reviennent. En ce moment, en Nouvelle-Calédonie, il y a une épidémie sévère de dengue. Monsieur ? Oui, vous avez indiqué que les espèces qui sont des vecteurs de maladies pour l'homme, il n'y en a pas beaucoup finalement. Est-ce que donc les supprimer, ce ne serait pas, je dirais, véritablement un impact très important sur la population des moustiques? Et deuxième question rapidement, dans les moyens que vous avez évoqué le moustique génétiquement modifié, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur les autres possibilités de stérilisation par irradiation ou avec la bactérie Wolbachia. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Il n'y a pas beaucoup d'espèces qui nous dérangent. Et en plus, ces espèces, là où elles nous dérangent le plus, c'est dans les villes. C'est là où on est, où, comme j'ai dit tout à l'heure, on a déjà fait suffisamment de mal à la biodiversité pour effectivement, dans ces environnements-là urbains, se débarrasser des moustiques. Donc là, on parle d'élimination à l'échelle locale, hein, pas d'éradication d'une espèce de la surface de la Terre. Donc c'est juste ça la différence. Localement, là où il y a beaucoup de gens, il faut essayer de limiter la pullulation des moustiques, et c'est pas n'importe quel moustique qu'on va trouver là-dedans. Donc l'impact environnemental, je suis tout à fait d'accord avec vous, peut être relativement modeste quand on travaille dans des environnements où il y a des gens et sur ces espèces-là. Donc au niveau global, on risque pas non plus de faire plus mal à l'écosystème que ce qu'on a fait en construisant nos villes. La seconde question, c'était sur les autres approches. Alors, effectivement, une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est que la femelle moustique s'accouple qu'une seule fois dans sa vie. Une fois que les larves sortent de l'eau, c'est là où vous allez commencer à voir le dimorphisme sexuel mâle et femelle. La femelle ne s'accouple qu'une seule fois, tout simplement parce que dans son abdomen, elle a un organe particulier qu'on appelle la spermathèque. Une spermathèque, c'est comme une bibliothèque, ça va te parler un peu plus, où vous rangez des livres. Dans la spermathèque, elle va ranger tout le sperme qu'elle va récupérer pendant l'accouplement. Je vais voir ma bibliothèque d'un autre regard. Alors ça dépend. Chez les Aedes, il y en a 3. Tu as 3 bibliothèques aussi? Oui. Non, mais brutalement, je vais être excité par mes Pléiades, dis donc. C'était pas le but. Et donc, voilà, voyez, les gens du Sud, hein, les femelles moustiques, tu vois, c'est une seule fois dans leur vie, les pauvres. Par contre, le mâle de moustique, il est là que pour ça, lui, pour remplir les spermathèques. Donc la femelle de moustique s'accouple en qu'une seule fois. Si elle s'accouple avec du sperme qui n'est pas viable, le travail est fait pour elle. Sa spermathèque est remplie, elle va continuer à vivre sa vie, c'est-à-dire, comme Bella l'a dit, elle va piquer, pondre. Pour repondre, il faut qu'elle repique, et toute sa vie va être piquer, pondre, piquer, pondre, piquer, pondre. Et si au niveau de l'accouplement, on a du sperme qui n'est pas viable, donc qui peut être détruit génétiquement, mais détruit aussi par les méthodes que vous mentionnez. Donc là aussi, on a affaire c'est pas c'est quelqu'un d'initié. Vous pouvez détruire le sperme par irradiation ou par des techniques chimiques. On a de la chémostérilisation aussi. Là, c'est nettement plus propre en termes de ce que vous... Il n'y a pas d'hérédité là-dedans. Le gène n'est pas transmis tout simplement parce qu'il n'y a pas de descendance du tout. Les moustiques meurent, n'éclosent même pas. Donc ça, c'est une approche extrêmement respectueuse de l'environnement. Vous n'avez pas d'effet collatéral, si ce n'est ce dérèglement des chaînes alimentaires éventuellement. Mais encore une fois, si on travaille dans des environnements urbains, on ne risque pas beaucoup ça. On ne risque pas de tuer les abeilles et les papillons en stérilisant des moustiques à coup d'irradiation. On n'en fait pas des mutants. On n'en fait pas quelque chose qui va se transmettre.
de génération en génération. Et on peut très bien envisager d'avoir un impact localement, donc sur des îles, par exemple. Et ça, Hervé Bossin, qui est là-bas, qui est un grand démoustiqueur sur les îles, peut vous en parler beaucoup mieux que je le ferai. Ça marche. Ça peut marcher localement sur des îles, dans des villes, puisque les villes sont rien d'autre que des îlots d'urbanisation. À l'intérieur encore, on en est encore là, et il faut espérer que ça tienne à l'intérieur d'un îlot de campagne. On n'en est pas encore à l'inverse, où on va se battre pour des petits îlots de nature dans un monde totalement urbanisé. Là, on peut espérer avoir un impact avec des techniques comme vous mentionnez, et on n'a pas besoin de faire appel à des techniques de génétique très compliquées ou à des méthodes très très chères et pas respectueuses de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment pour moi une méthode de choix. Voilà. Dernière question. Oui, merci beaucoup à Univers Science. Alors moi, malheureusement, je suis malade parce que j'ai un virus, le virus Orsona. Et Alors, monsieur, vraiment, attention. ce virus Orsona, Là, c'est j'ai pas envie de m'en extrêmement- débarrasser. Ah bah J'ai oui, pas bah, du tout ça- envie de m'en débarrasser et merci. ça, J'ai quand c'est même une vraie question. C'est une addiction. J'ai une vraie question. C'est quand même. rare, c'est Oui. rare, hein, je dois vous dire, c'est rare. Enfin, c'est violent, c'est rare. Non, moi, ça me procure beaucoup de plaisir, cher monsieur. Ah bon? Ah oui, beaucoup de Bon, bah, plaisir. écoutez, Une espèce vraiment, de jouissance. j'ai pas perdu ma ce virus soirée. Orsona. Bon, écoutez, merci d'être venu. Je vais continuer à discuter avec cette dame. Alors, mais j'ai une question, monsieur. Pour cette espèce de moustique génétiquement transformé, mais je voudrais comprendre. Les moustiques, il y en a des millions, des milliards dans le monde. Des milliards, je pense. Vous avez une idée du nombre? 1000 milliards. Mais alors, comment vous faites? Il faut vraiment les modifier par milliers pour éradiquer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit de milliards et vous travaillez au niveau de l'individu. Comment vous faites? Il faut génétiquement... Voilà, je pense que Fred a la réponse. Un seul costaud et vigoureux, ça suffit pour répandre ses gènes. Un mâle qui va s'accoupler avec 25 femelles, sa descendance aura le gène que le mâle, aura les gènes des mâles. Oui, mais encore une fois, c'est pas tous les moustiques qui nous intéressent, ils sont pas tous dangereux. Et il y a beaucoup d'espèces différentes. Et les cibles, c'est pas d'éradiquer, de faire disparaître tous les moustiques de la surface de la Terre, c'est essayer de ne même pas en faire disparaître du tout, mais là où on est les plus nombreux et là où il y a un vrai enjeu sanitaire, où ça marche aussi pour la nuisance, hein, parce que le moustique, ce moustique-tigre, quand il vous pique, vous avez vraiment mal. Et au niveau du tourisme, ça peut vous faire dégager, vous faire perdre tout l'attrait dans le Languedoc-Roussillon qu'on a gagné en démoustiquant les moustiques qui étaient là, locaux, des moustiques de Camargue. On sait les combattre, ceux-là, puisqu'ils sont dans les marais. On a des insecticides qui sont d'origine biologique, qui ne sont pas toxiques pour d'autres bestioles et qu'on peut utiliser à traiter en bordure de Camargue pour démoustiquer efficacement. Le moustique tigre, c'est un moustique invasif qui vient sur ces terres-là, qui n'utilise pas du tout les mêmes gîtes larvaires. Vous ne trouverez jamais une larve de moustique tigre dans des marais, encore moins si ce sont des marais salants, mais c'est dans nos coupelles de pots de fleurs qu'elles sont. Donc vous voyez, il y a différentes espèces de moustiques. Et on ne cherche pas à lutter contre les milliards de moustiques, mais on peut se servir des individus pour lutter contre ces moustiques. Tout dépend de, comme vous dites, l'individu. Moi, je sais personnellement, il y a une lectrice, et puis 10 lectrices, et puis 100 000 lectrices, et puis 1 milliard de lectrices, et c'est comme ça que l'addiction se développe. Écoutez, sur ce portrait de ma vie glorieuse, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à cette carte blanche. Merci, cher professeur. Merci, Annabella. Merci, Fred. Vous voyez que la science est joyeuse, c'est le gai savoir, la science est utile. Vive la science, vive la cité des sciences et de l'industrie. Vous voyez? Et vive Orsena. Ça, Et merci, voilà. continue. Salut. Ah ouais. Oui, parce qu'on va continuer à travailler. Il y a une autre bête qui est incroyable, une bête que j'ai découverte en Asie, au Cambodge, c'est la chauve-souris.
parce que la chauve-souris, elle est capable de vivre avec des saloperies de virus absolument invraisemblables. Donc, elle a une sorte de génie dans l'immunologie de cette saloperie de bête, et donc, elle me fascine. Donc, voilà. Donc, moi, mon prochain axe, c'est la chauve-souris. Et je suis à demi concerné. Ok, super.